Et ensuite, quand je me suis senti prêt, j'ai fait le concours de l'ESTIC, je l'ai eu. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Bruno Tagny a bravé toutes les étapes du journalisme? Oh, bon, chacun peut avoir sa petite opinion Pigiste, personnellement. En mutation, ouais. Après les différents d'ex-politiques, ouais. Grand reporter. Oui, c'est vrai quand même que j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin très modestement, je pense avoir fait le tour. J'ai commencé, vous l'avez dit, comme stagiaire. Ensuite, j'ai été pigiste, puis chef du service sport lorsqu'on lance le jour. Tout premier chef du service des sports du quotidien Le Jour. Ensuite, chef du service politique, puis grand reporter. Après, directeur de l'information à Canal 2 et maintenant co-founder d'une web TV. Je pense quand même que dans ma trajectoire professionnelle, j'évolue. Je ne regrette pas, à mon avis. Comment on se sent quand on est grand reporter? C'est un grade dans la profession de journaliste, exactement comme on a des gardiens de la paix, des inspecteurs de police, oui. Et tout. Voilà, donc cela signifie que vous avez pris de la bouteille et que vous pouvez parler avec une certaine autorité des questions professionnelles. Et j'ai été fait grand reporter, pas par n'importe qui quand même, c'est Aman Mana qui a son mot à dire en ce qui concerne la presse au Cameroun. Donc, ça dans le monde même. Et même dans le monde, bien sûr, ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que ça fait plaisir. C'est ça les vraies distinctions en ce qui concerne la profession. Moi, je suis plus attaché à mon grade de grand reporter qu'à celui de directeur général adjoint quelque part et tout ça, parce que là, c'est vraiment des nominations qui tiennent à un individu qui peut faire de n'importe qui son directeur général ou bien son directeur général adjoint. Par contre, sur les qualités professionnelles, là, on ne les discute pas de personne, quoi. Voilà. Parlons de vos rapports avec Aman Mana, avant et après. Oui, bah écoutez, Aman, il est resté quelqu'un de très proche. Il n'y a pas 10 jours, on était chez moi, on a passé tout un après-midi ensemble, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai de très très bonnes relations, parce que lui et moi, nous partageons pratiquement les mêmes convictions. Voilà, donc je m'entends très bien avec lui, et il ne faut pas oublier également qu'il a été mon éditeur, il est mon éditeur pour tous les livres que j'ai publiés jusqu'à présent. Le 4e, il est sorti il n'y a pas très longtemps, et c'est lui mon éditeur. Est-ce que cette profession est rentable, Jean-Bruno? Bon alors, on ne peut pas parler de rentabilité dans le journalisme comme si on parlait du commerce des tomates ou bien... Est-ce qu'on peut gagner sa vie de la vente de la sardine? Oui. Voilà, quoi. Non, le journalisme... Au Cameroun? Oui, il y a des gens qui ne vivent que du journalisme, qui n'ont fait que ça leur de toute leur vie. Mais en même temps, je pense que si vous avez des envies de richesse, faites autre chose. Parce que quand vous commencez à vous enrichir dans le journalisme, c'est que vous faites autre chose, pas le journalisme. Parce que le journalisme, ce n'est pas un métier qui a vocation à enrichir ceux qui le pratiquent. Voilà. Mais pas à appauvrir non plus ceux qui le pratiquent. Mais je dis qu'on peut vivre décemment de ce métier, mais pas au point de devenir quelqu'un d'extrêmement riche. Si vous voyez quelqu'un qui est journaliste et extrêmement riche, ça veut dire qu'il fait absolument autre chose que le journalisme. Ou qu'il est devenu patron de presse. Oui, patron de presse peut-être, mais même comme patron de presse, parce que quand vous regardez l'environnement médiatique au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'un patron de richesse, de presse soit extrêmement riche. Il va s'enrichir avec quoi? Parce que les sources de revenus des médias, que ce soit la presse écrite, d'abord la presse écrite, ce sont les ventes des journaux et puis la publicité. Or, on est dans un pays où l'économie se porte très mal, donc la publicité dans les médias ne peut pas être extraordinaire. Les ventes de journaux ont considérablement baissé, donc je ne vois pas très bien comment quelqu'un pourrait devenir extrêmement riche en étant patron de médias, surtout de presse écrite. Allons à la télévision, c'est pareil. C'est pareil, vous avez vu dans certaines chaînes de télévision où on licencie des gens à tour de bras. Voilà, c'est parce que je ne suis pas sûr que ces licenciements sont dus à la méchanceté des promoteurs de ces médias-là. Non, c'est simplement parce que l'environnement est devenu très complexe et la publicité
est faible. Les budgets publicitaires dans la plupart des entreprises aujourd'hui ont considérablement maigri et il faut partager les maigres budget à plusieurs médias parce qu'il y a des médias se sont multipliés infiniment alors que les budgets de communication sont en train de se rétrécir. Donc quand vous voyez des patrons de presse qui jettent leur personnel dehors, ce n'est pas, à mon avis, de la méchanceté, mais c'est parce que c'est chaud. Voilà, donc on ne peut pas s'enrichir, du moins dans l'environnement actuel. Les premières personnes qui ont lancé les chaînes de télévision sont extrêmement riches, c'est des gens qui ont des biens extraordinaires. Mais de nos jours, ça devient un peu plus compliqué en raison de la conjoncture. Vous avez dit tout à l'heure que vous entendez très bien avec Amar Mana, qui est un ami pour vous et votre ancien patron. Est-ce que c'est pas pour cette raison qu'on vous tague des opposants? Est-ce qu'un journaliste doit avoir des couleurs politiques claires, visibles? Disons que on est dans un pays où on attribue très facilement les étiquettes. Surtout en ce moment au Cameroun où l'atmosphère politique est assez délétère, donc c'est très facile de taxer les gens de soit d'opposants ou alors du pouvoir. Bon, ce qui pour moi ne me dérange pas du tout parce que si vous critiquez, on vous considère comme un opposant. Si vous essayez d'encenser, bon, les plus gentils diront que vous êtes du pouvoir ou alors on vous laissera tranquille. Donc c'est un peu ça l'atmosphère qui règne aujourd'hui. Mais selon vous, pourquoi est-ce que vous, on vous traite de journaliste opposant? Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement critique et ça je l'assume. Moi je l'ai toujours été, ça n'a jamais changé. Je me rappelle en 2000, vous êtes même gentil, vous aurez pu aller plus loin de dire, on dit que vous êtes du MRC. Voilà. Donc c'est des choses que j'entends tous les jours mais qui ne m'impressionnent pas du tout. En 2012, lorsqu'on lance le MRC, je travaille pour le quotidien Le Jour, je suis chef du service politique. Alors il y a le lancement du MRC qui s'est fait dans la douleur, comme vous le savez, où on avait interdit l'accès au Hilton, finalement ils ont forcé, ils sont entrés au Hilton, les autorités ont amené le Hilton à couper l'électricité pour ne pas qu'ils tiennent leur conférence de presse de lancement de ce parti et tout. Et moi j'étais chef du service politique, j'ai couvert cette affaire. Et immédiatement après, je suis invité à la CRTV, scène de presse, présentée à l'époque par une dame qui est aujourd'hui décédée, je pense que c'était Mélanie Betebe sur la CRTV. Et j'essayais de défendre effectivement le MRC, de dire non, ce n'est pas normal. Un parti politique qui veut lancer ses activités, au nom de quoi l'autorité administrative doit prétendre qu'il y a une menace de trouble à l'ordre public. C'est depuis ce temps-là que les gens ont commencé à dire ah non, Jean-Bruno est du MRC. Je trouve ça absolument fou. Mais comme je vous l'ai dit, cela ne me dérange pas du tout. Je serais inquiet le jour où on va dire que je suis du pouvoir. Parce que être associé à un tel pouvoir, ça c'est plus dramatique que d'être taxé d'opposant dans l'environnement camerounais. On vit les drames au Cameroun aujourd'hui. Bien sûr. Moi, je suis un journaliste. Et moi, ma conception du journaliste, c'est de dire les choses, de dire la vérité, de mettre le doigt dans la plaie, pour parler comme quelqu'un. Voilà. Donc, on ne peut pas être dans un environnement où on pratique du journalisme de manière absolument naïve, comme si, non, cette pratique journalistique est totalement dépassée. On peut être un peu engagé et cet engagement-là n'empêche pas d'être honnête. Moi, je souhaite être jugé sur les qualités professionnelles de ce que je fais et non sur les opinions que j'exprime. Voilà. Donc, c'est pas parce que sur ma page Facebook, je peux être parfois critique, mais en situation professionnelle, je deviens professionnel, je dis exactement les choses telles qu'elles doivent être faites de manière professionnelle, en respectant un certain nombre de règles d'éthique et de déontologie journalistique. Mais après, qu'on ne me demande pas de fermer ma gueule pour ne pas être taxé d'opposant, qu'on le dise honnêtement, vous savez quoi. Est-ce qu'on vous a demandé de fermer votre gueule à Canal 2, Jean-Bruno Tani, à un moment donné, honnêtement? Non, les choses se passent de manière... Parce que vous avez été recruté en 2016 et quelques années après, 2-3 ans après, vous partez, vous êtes limogé. Oui, bon, d'abord, première chose, comme je le dis souvent, on n'avait pas enterré mon nombril à Canal 2. Donc, je n'étais pas allé à Canal 2 pour y faire ma vie. Pour moi, c'est un passage comme un autre. Moi, j'ai été, comme vous le savez,
à Mutation. Ensuite, je suis parti de là pour Le Jour, après Canal 2 maintenant, Naya TV, après ce sera peut-être autre chose. Donc, je dis que personnellement, pour moi, ce n'est pas un problème du tout. Donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'on m'avait dit de fermer ma gueule? Non, pas vraiment. Mais simplement, vous sentez que vous n'avez plus tout à fait la confiance de votre hiérarchie. Voilà, parce qu'il y a tellement de ragots qui circulent et quand vous avez des patrons qui sont très ouverts aux ragots, qui se laissent raconter tout et n'importe quoi, c'est un peu difficile de travailler dans ces conditions-là. Donc vous êtes à l'aise dans la situation actuelle? Oui, moi je suis absolument à l'aise, je fais exactement ce que je veux et cela me permet de faire Mais Jean Glopal, on s'est vu l'année dernière et on a discuté sur quelque chose. Après, vous êtes parti en Allemagne, au retour, Motus bouche cousue, il parle là de la télévision. Oui. Ben, on parle de votre retour à la télévision. Oui, moi... Pas pour l'instant. Enfin, je suis absolument prêt. Okay. Moi, je suis absolument prêt. Bon, ce ne sera pas véritablement un retour parce que je fais déjà de la télévision. Je n'ai pas arrêté avec le projet Naya TV que nous avons lancé. Donc, on continue de faire de la télévision. Mais après, maintenant, si je dois aller quelque part, il faudrait que des conditions soient créées. Parce que quand on a le parcours que j'ai, à un moment donné, on ne regresse pas, il faut avancer. Donc si on veut se lancer dans un projet, il faudrait que ce soit quelque chose de sérieux, de pensé et de correct, quoi. Mais je suis absolument ouvert, en toute humilité, à pouvoir travailler partout où je trouverai quelque chose d'intéressant. Est-ce que Jean Bolotagne a des problèmes particuliers avec certains hommes politiques camerounais? Non, personnellement, ce n'est pas la vocation d'un journaliste. Non, j'ai posé la question à la personne de Jean Bolotagne, pas le journaliste. Oui, parce que Jean Bolotagne nous a dit tout à l'heure qu'il fait le distinguo entre ses opinions et sa profession. Oui. Non, je n'ai aucun problème avec aucun homme politique. D'abord, ce n'est pas mon tempérament. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de belliqueux, mais je ne suis pas un lâche non plus. C'est-à-dire que quand je ne cherche pas les problèmes, mais je ne les fuis pas. S'ils arrivent, je les affronte et puis après, comme un homme. J'assume. Voilà. Donc, je ne suis absolument pas un lâche, mais je ne suis pas un va-t-en-guerre, je ne suis pas quelqu'un de belliqueux. Donc, et je n'ai aucun intérêt à avoir des problèmes avec qui que ce soit. On peut ne pas être d'accord avec les positions des gens, mais on les respecte. Il y a des hommes politiques qui ont des opinions que moi je n'apprécie pas, mais c'est leur opinion. Il y en a qui ont des opinions. Ils sont libres d'avoir les opinions. Voilà, ils sont libres. Et c'est ça le sens de la démocratie. C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour que dans ce pays, chacun ait le droit d'exprimer une opinion sans être caricaturé, sans être menacé, sans être pourchassé, ainsi de suite. Je pense que quand on aura atteint ce niveau-là, je serai fier de ce pays, mais on en est encore très élevé. Jean Bono, parlons maintenant de la musique. Ça vous arrive souvent d'écouter de la musique? Oui, beaucoup. J'aime bien la musique et je suis assez éclectique dans mes goûts. Vous allez en boîte de nuit aussi? Oui. Un peu moins maintenant. Bon, sans vouloir faire la publicité, avant j'allais à la Sanza. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas parti. Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Mes goûts musicaux sont très variés, très variés, vont de l'ancienne chanson française qui ont bercé, des anciennes chansons françaises qui ont bercé mon enfance, parce que mon père écoutait énormément, aux musiques plus récentes, les musiques nigérianes, les jeunes Camerounais, Jean Loco, Salatiel, et tout ça que j'aime bien. Et également les anciens Makossa, le Bikutsi également que j'adore. Et pourquoi le choix de Lady Ponce? Alors Lady Ponce, je l'aime bien. Je l'aime bien, elle chante bien, elle a une très belle voix, sa musique est également bien, c'est assez dansant et je trouve qu'il y a un grain de folie dans sa manière de faire de la musique. Mais ton choix tout à l'heure, c'est Mon Médecin. Mon Médecin, oui. C'est pas tellement dansant. Ah, c'est assez dansant quand même. C'est assez dansant parce que la partie où il m'a dit, ok, on regarde. Lady Ponce, Mon Médecin.
que tu t'es régalé. Oui, vous êtes régalé tout à l'heure avec c'est très gentil de nous avoir mis cette chanson que j'écoute régulièrement. Voilà. Ton médecin. J'aime bien, oui. J'aime bien. Elle s'appelle comment? Mon médecin. Bon, c'est la rubrique intimité sur Polémicus. On prend la transition. Ainsi de suite. Donc pour moi, c'est quelque chose d'absolument complexe. Mais je dis, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont fait le choix d'être polygames, ça c'est leur problème. Et d'autres comme moi qui ont choisi d'être mariés à une seule femme. Okay. Voilà quoi. Oui, vous pouvez être marié à une seule femme et avoir des maîtresses, par exemple. Ou une maîtresse aussi. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on parle encore de fidélité? On peut aussi parler de polygamie à ce moment? Non. Ça c'est juste pour rire. Non, il ne faut pas confondre le fait. Même les polygames ont les maîtresses. Oui. Voilà, elles ont des femmes officialisées, si on peut utiliser l'expression. Mais ça empêche, donc la polygamie n'a jamais empêché à un homme de ne pas avoir de maîtresse. Voilà, donc pour moi, avoir une maîtresse n'a rien à voir avec la polygamie. D'accord. Et c'est des engagements qui sont tout à fait moindres par rapport à la polygamie, quoi. Et je voudrais, pour la gouverne des téléspectateurs, Jean-Bruno Tania, combien de maîtresses? Non, je n'en ai pas. Donc ça reste à vérifier parce que l'information qu'on nous a donnée avant l'entame de l'émission, c'est qu'il a au moins 2 maîtresses. Vous êtes quand même un homme public, un homme de médias. Non, en fait, c'est parce que je ne suis pas un gars facile. Donc, voilà, donc moi, je me contente de mon épouse avec qui je n'ai aucun souci. Donc, voilà quoi, je ne trouve pas l'intérêt de devoir avoir une maîtresse pour l'instant. Ça vous est déjà arrivé de voyager et de mettre l'on dehors? Oui, beaucoup. Et tout le temps, vous le faites avec votre femme? Non, elle travaille.
et puis nous avons des enfants. Donc si je suis absent, il faut bien que quelqu'un reste pour s'occuper de nos enfants. Et puis pour son travail également. Voilà, donc après, les voyages, ça coûte également cher. Quand je serais un peu plus riche, je pourrais nous amener tous en voyage. Mais pour l'instant, malheureusement, je suis obligé de voyager seul. La dernière fois, par exemple, j'ai passé pratiquement 2 mois en Europe. J'étais seul. Voilà, Dieu merci, mon épouse ça s'est bien passé. Oui, elle comprend tout à fait. Bon, et comment, je voulais avoir peut-être question indiscrète, mais il le faut bien. Est-ce que Jean-Bruno Tagneux aime le sexe? Ouais, pas plus qu'un autre. Hein, vous n'aimez pas. Hein. Bon, c'est moi qui pose les questions ici. Peut-être après l'émission, je pourrais répondre. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas le sexe. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point et tout, mais moi, le sexe, c'est voilà, c'est quelque chose de tout à fait vital. Je le fais comme tout le monde, voilà, pas plus que cela. Mais comment est-ce que vous avez réussi à faire 2 mois à l'extérieur, j'imagine sans pouvoir avoir des rapports sexuels, madame étant au Cameroun, ça s'est passé comment? Est-ce que vous étiez à l'aise pour une personne qui dit que le sexe c'est quelque chose de vital? Oui, bien sûr. Aimer le sexe sans être obsédé, voilà. C'est pas comme si je suis pas un lapin des fois. Attention. Vous me faites rire, c'est voilà, donc non, je passe tout à fait 2 mois en Europe sans mon épouse. Et il faut également savoir que quand vous travaillez énormément, vous n'avez pas toujours le temps de penser au sexe ou à quoi que ce soit. Donc les 2 mois que j'ai passés en Europe, c'était pour... j'avais beaucoup de travail, donc après je n'y pense pas. Et de temps en temps, j'appelle mon épouse pour la rassurer et puis elle m'appelle également pour me rassurer. Et en revanche, vous n'avez pas peur qu'elle vous trompe? Parce que là, ça fait, on prend juste le cas de ce dernier voyage-là, vous avez fait 2 mois dehors. Oui. Bon, elle est au Cameroun, vous êtes dehors. Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment qu'elle peut vous tromper? Non, moi je lui fais absolument confiance. D'accord. Et en même temps, je ne suis pas sûr que... non, je lui fais absolument confiance. Et en même temps, quand elle se marie avec Jean-Bruno, c'est pas pour le tromper. Hein. D'accord. Si vous étiez marié avec moi, vous auriez le courage de me tromper. Bon, ça c'est la deuxième fois que vous me posez la question. Je dis encore, pour l'instant, c'est moi qui pose les questions. À la fin de l'émission, peut-être je vous répondrai. Alors, on va se pencher un peu sur la cuisine. Oui. Vous avez grandi au village, parce que c'est là où vous avez fait vos premières études. Pas tout à fait au village. Moi, j'ai grandi à Bangante. À Bangante. Oui, avec mes parents. Bangante qui n'est pas mon village. Voilà, ah, d'accord. C'est Bayanga. D'accord. Est-ce que les parents vous ont appris à faire la cuisine lorsque vous étiez tout petit? Oui, moi je fais très très bien la cuisine. Et j'aime faire la cuisine d'ailleurs. D'accord. J'aime faire la cuisine. Parce que moi je suis l'aîné de ma famille, nous sommes 6. Et donc j'étais l'aîné. Ce qui fait que moi j'ai été amené à m'occuper de mes petits frères et de mes petites sœurs trop tôt. Quand ma mère était en voyage, je restais avec mon père et les autres enfants, c'est moi qui faisais la cuisine. Et donc, quand j'étais à l'université, après quand j'ai quitté l'université, j'ai passé pas mal de temps comme célibataire. Et quand j'habitais seul, c'est vrai que j'avais une femme de ménage, mais je faisais moi-même ma cuisine. Et jusqu'aujourd'hui, je fais très très bien la cuisine. Voilà. D'accord, merci déjà. L'avant-dernière question, je voudrais que vous nous racontiez en quelques phrases comment vous avez séduit votre femme pour la première fois. C'était avec un plat, c'était avec des phrases qu'on connaît presque partout, ou encore c'était avec des fleurs ou un téléphone. Bon, d'abord, je suis quelqu'un de... Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de timide. Je deviens très bavard, je deviens très dégagé uniquement quand je suis en situation professionnelle. Mais en privé, je suis quelqu'un d'absolument timide, je parle très peu. C'est en situation professionnelle que je sors de moi. Et
il y a aussi que j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais au lycée, donc c'est des choses qui ont réussi à me sortir un tout petit peu de ma timidité, mais qui restent quand même. Il y a un petit bout, un petit fond qui demeure. Donc mon épouse, je dois dire que j'ai eu simplement la chance de la rencontrer. Je n'ai pas eu besoin de faire de grands discours, de trop parler pour la séduire. J'ai eu la chance que je lui plaisais déjà, Dieu merci. Mais après, quand elle est arrivée chez moi, parce que j'étais célibataire ici à Yaoundé, quand elle est arrivée chez moi pour la première fois, effectivement, j'avais fait la cuisine. Vraiment, j'ai sorti le grand jeu. C'était quoi le plat? Alors, je lui avais fait du couscous, le couscous algérien, avec du poulet. D'accord. Voilà. Et donc, en entrée, c'était de la carotte râpée et tout. Voilà, j'ai sorti vraiment le grand jeu. Et elle m'a vu faire, elle m'a vu à l'œuvre, parce que quand elle est arrivée, je l'ai installée dans mon petit salon. J'étais à la cuisine et de temps en temps, je venais lui dire, Madame, excusez-moi, tout ça. Donc, voilà quoi. Et quand je l'ai servi, elle était impressionnée. Elle s'est dit, un type qui fait bien la cuisine. Après, j'ai fait le ménage, elle n'a touché à rien jusqu'à ce qu'elle soit partie. Elle a compris que je peux être un bon père pour ses enfants. D'accord, on va terminer sur cette question. Quel a été le plus beau geste que votre femme ait pu faire envers vous? Alors, le plus beau geste que mon épouse a pu faire... quelque chose qui vous a marqué? Pour moi. Alors, moi, ce qui m'a marqué quand on s'est mariés, on était que fiancés. Et un jour, elle est venue me donner sa carte bancaire. Et c'est moi qui perçois son salaire jusqu'aujourd'hui. Ah, wow, félicitations. Hein. On peut lui dire félicitations parce que c'est pas évident. Oui, ou alors on ne trouve pas beaucoup de femmes qui le font. Les femmes qui sont très dures, là, c'est dur, hein, c'est rare. Bon, c'est pas aussi la peine d'accuser les femmes. Le problème aussi, c'est qu'elle peut me faire confiance, elle sait que je ne piquerai pas. C'est le plus important. Et puis l'autre chose également, c'est que voilà, elle se dit, c'est mon mari, donc mon argent, c'est son argent également. Bon, est-ce que les Alors merci d'avoir répondu à ces quelques questions qui ont pu éclairer bien évidemment la lanterne des téléspectateurs. Je vous laisse entre les mains du sénateur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Jean-Bruno, parlons maintenant de, après ce passage, est-ce que c'était gênant de parler de votre vie privée avec Gaël? Non, pas du tout. Je me suis senti tout à fait à l'aise, il n'y a pas de souci. Okay. Après, programmé pour échouer en 2010, oui. Ensuite, la tragédie des Lions Indomptables en 2014, en 2019, vous avez sorti Accordé avec Fraude. Oui. Pourquoi les choix de ce titre-là? Alors, je pense que le titre, c'est la vitrine. Moi, ma formation même, si je peux parler de spécialité, oui. C'est la presse écrite. Moi, j'ai fait 10 ans de presse écrite. Oui. Je suis arrivé à la télévision un peu par hasard. Voilà, donc, ce que je sais vraiment faire, ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai commencé le journalisme et même à l'école, c'est la presse écrite. Et dans la presse écrite, la titraille, c'est quelque chose d'absolument important. Quand vous avez raté le titre de votre article, vous avez très peu de chances d'être lu. Mais quand vous avez réussi votre titre, c'est un élément d'appel. Ce sont les éléments d'habillage d'un article et vous avez beaucoup plus de chances d'être lu quand vous avez un très bon titre. Et donc c'est pour ça que je mets beaucoup de soin dans le choix des titres de mes... Programmé pour échouer. Oui, programmé pour échouer. Ça vous a causé le problème avec tout? Avant, oui, après, oui. Oui, il avait détesté, pas le contenu. Bon, je ne sais pas s'il a lu, mais à l'époque, c'est la photo de couverture qui l'avait énervé. Il n'avait pas aimé cette photo de couverture parce que lui, il était sur la couverture et il estimait que dit programmé pour échouer avec sa photo en couverture, c'est un peu comme si on disait que lui, il était programmé pour échouer. Or, ce n'est pas comme ça que je voyais la chose. C'est que lui, en tant que capitaine de l'équipe nationale, il portait cette équipe-là. Et en fait, toute la crise qu'il y a eu au sein de l'équipe nationale en Afrique du Sud tournait autour de lui, tournait autour
de de son règne en tant que capitaine. Il était contesté par le clan Rigobert Song, et c'est cette contestation-là et la manière dont Paul Le Guen lui avait attribué le brassard de capitaine qui avait créé une véritable fronde au sein de cette équipe nationale-là, dont il méritait amplement d'être à la couverture de ça. Mais après, à un moment donné, vous avez dit qu'Eto maîtrise mieux le football que ceux qui gèrent le football. Oui, bien sûr. Si ça arrivait à donner le titre à Eto, il devait s'appeler professeur de football. Oui, et ça, je suis même surpris que les gens donnent l'impression. En fait, les Camerounais, il y en a qui sont tellement, pardonnez-moi, tellement cons, parce qu'ils pensent que lorsqu'on critique quelqu'un, c'est qu'on ne peut plus lui trouver quelque chose de bien. Je suis connu pour être quelqu'un qui critique énormément Eto, donc quand je dis non, Eto est bon pour telle chose, on estime que, oh franchement, Jean-Bruno est incohérent. Oui, il a pris de l'argent. Voilà, j'ai jamais trouvé plus idiot que ça. C'est-à-dire que je peux estimer que... tout n'est pas forcément noir. Voilà, donc je peux estimer que comme footballeur, Eto est excellent. Et il y a très peu de gens qui peuvent discuter de football avec Samuel Eto'o. Il maîtrise cette affaire. D'abord parce qu'il l'a pratiqué à un très haut niveau, rarement atteint ou jamais atteint par un autre Camerounais. Oui. À l'international, il nous faudra encore du temps. Parce que moi, depuis là, on dit, ouais, tel c'est le successeur d'Eto'o. Non, il n'y a personne. À un moment donné, c'était Jay Clinton. Moi, j'ai été le premier à dire, à l'âge que Jay Clinton a, Eto'o était déjà très loin, donc on laissait tranquille. À l'époque où Jay Clinton, lors des éliminatoires, je ne sais plus de quelle compétition, avait marqué 2 buts contre la Côte d'Ivoire, je crois. Les gens disent, ah voilà le successeur d'Eto'o. J'ai dit, mais arrêtez ça, Eto'o c'est un phénomène. Il nous faut du temps pour avoir un autre titre comme ça va être compliqué. Tu avais pensé même qu'il faut 50 ans. Oui, il a fallu du temps pour avoir quelqu'un comme Roger Mila. Donc il faut savoir que le talent, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout pas dans un environnement camerounais où on ne programme rien. C'est le bon Dieu qui nous donne. On programme seulement les échecs. On programme que les échecs. Donc, il y a des gens qui pensent que comme je critique Eto'o, c'est que je ne peux plus rien lui trouver du bon. Non. Moi, je dis que comme la critique que j'ai toujours formulée contre Eto'o, c'était son comportement au sein de l'équipe nationale. Et ça, c'est quelque chose que je maintiens. Il a été un fauteur de troubles jamais vu dans le fonctionnement de cette équipe nationale. Mais comme footballeur, je suis désolé, il y a très peu de choses qu'on peut lui reprocher. Accordé avec Fraude. Parlons du dernier livre. Accordé avec Fraude. Vous m'avez accordé une interview à la radio. Pas une seule reprise, oui, plusieurs interviews. Ça m'a fait plaisir parce que pendant que j'étais en Allemagne, je faisais une tournée européenne de présentation de ce livre et vous avez été parmi les rares journalistes camerounais à m'avoir appelé pour parler de mon livre. Parce que, comme je vais vous le dire, depuis que ce livre est sorti, aucune chaîne de télévision camerounaise ne m'a jamais invité pour en parler. Et ça, c'est l'une des choses que je trouve également dans la presse camerounaise. Il y a un niveau de fainéantise qui est quand même extraordinaire. Quand la monotonie que vous regardez dans les chaînes de télévision camerounaises est due à quoi? Est due à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on invite les gens un peu n'importe comment. Il n'y a pas une logique dans les invitations pour participer au débat. Quand vous regardez une vraie chaîne de télévision, parce que le choix d'un invité pour une émission doit avoir des critères. On n'invite pas quelqu'un pour venir parler d'un sujet simplement parce qu'on prend son téléphone, on est assis au bar, on se souvient qu'on a une émission dimanche, voilà, voilà, il y a Sambaka, je vais l'appeler. Mais vous l'appelez pour venir parler de quoi? Quand vous regardez une vraie chaîne de télévision, je ne vais pas citer, non, citons, quand les gens font bien, il faut les citer. Vous prenez peut-être France 24 ou bien, je ne sais pas moi, CNN ou n'importe quoi. Si France 24 veut faire une émission, par exemple, sur le terrorisme, le choix des invités, c'est par rapport à ce qu'ils savent du sujet. On va dire, nos invités, nous avons Pascal Boniface, il est chercheur, chercheur, ça ne suffit pas parce qu'il y a 1000 chercheurs, 100 000 chercheurs en France. Pourquoi Pascal Boniface et pas un autre? Pascal Boniface, chercheur à l'IRIS, auteur de Boko Haram en Afrique centrale. En face de lui, nous avons Tel, journaliste au Monde, auteur d'une enquête parue cette semaine dans les quotidiens du jour, dans les colonnes du journal Le Monde sur le phénomène de Boko Haram en Afrique. Il a fait un reportage au Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun. Il est de retour. Notre dernier invité est Tel, auteur d'un livre sur le phénomène terroriste en France. Quand un journaliste introduit son émission avec des gens comme ça, là, vous savez qu'ils ont la légitimité à parler. Vous voyez?
Mais aussi, chez nous, vous voyez les présentateurs de débats, non mais c'est pathétique parfois. Vous dites, voilà, notre invité, Clétus, analyste politique, tel, machin, tout ça. Ils ont tous les mêmes titres, analystes politiques. Et ils ont un autre truc que je vois dans les débats qui me tue. C'est quoi? On dit observateur averti. Ça existe, ça. Observateur averti. Ça veut dire quoi? Observateur averti sur quoi? Vous voyez quelqu'un qui vient parler d'un sujet sur lequel il ne sait rien du tout, ni parce qu'il a étudié, ni parce que. Donc c'est ça qui crée la monotonie. Moi, le seul à avoir publié un livre après la présidentielle de 2018. Un an est passé. Premier anniversaire de cette élection, un livre est sorti, personne n'en parle. 2 ans après, nous sommes en octobre, la présidentielle a eu lieu en octobre 2018, personne n'en parle. On a convoqué le corps électoral pour les élections législatives et municipales, rien. Les élections régionales, rien. C'est RFI qui m'interroge, qui m'a interviewé. J'ai été l'invité de Christophe Boisbouvier sur RFI, Afrique Matin, pour parler de l'annulation des élections dans certaines circonscriptions après les élections législatives. Il ne m'a pas invité pour mes beaux yeux, il m'a invité parce que j'ai écrit sur le sujet. Et quand vous avez écrit sur un sujet, on suppose que vous avez travaillé. C'est-à-dire que vous avez un peu cherché quand même. Ouais. Donc, il y a un niveau de fainéantise qui s'installe, les mêmes gens sur les mêmes plateaux, on prend des gens, parfois un type est assis sur un plateau, vous demandez, mais celui-ci, bon, peut-être parfois il paye aussi pour venir, parce qu'il y a un niveau de corruption terrible. Voilà, donc, vous savez de quoi vous parlez? Oui. Il y a certains qui payent pour être invités sur les plateaux de débat. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous préparez un autre livre? Oui. J'ai pas mal d'idées de livres, j'en ai 3, mais il y en a un qui est beaucoup plus avancé que les autres. Mais ne me demandez pas de vous dire de quoi va parler c'est le prochain livre. Parce que le silence du président. En général, non. Il faut le laisser tranquille. En général, moi, mes livres, ils paraissent, je n'annonce pas. Parce que parfois, ça peut faire bluff. Je connais plein de gens qui ont annoncé des livres, ça fait 10 ans que c'est jamais sorti. Oui, je ne fais pas de l'esbrouf. Je m'assois, j'écris et quand c'est prêt, il sort. Voilà. Jean Bono, c'était un plaisir de vous avoir dans Polémicus aujourd'hui, mais vous n'allez pas partir comme ça sans dire un mot sur le concept Naya TV. C'est quoi ce concept? Alors, Naya TV, c'est une web TV que nous avons lancée. Nous sommes trois associés. On a lancé cette chaîne, cette web TV. Mais en fait, la boîte, l'entreprise qui porte cette web TV, c'est Naya International Production, qui est une boîte de production basée ici à Yaoundé et en Allemagne. Donc, nous produisons des contenus à la fois pour la télévision, on fait des films également. En ce moment, on a d'ailleurs une série télévisée de 2 épisodes totalement bouclée qui a été tournée en Allemagne. Donc, si vous avez envie de diffuser, parlez bien. Nous allons vous contacter avec l'hierarchie. Oui, donc nous, on est vraiment concentré sur le web pour l'instant, parce que moi, ma conviction avec mes camarades, c'est que l'avenir de la télévision est en ligne. Quand mon livre Accordé avec fraude est sorti, j'ai fait pas mal de pays en Europe. J'ai été en France, en Suisse, en Allemagne, en Belgique et tout. J'ai fréquenté pas mal de Camerounais, il y en a plein qui m'invitaient et tout. Et chaque fois quand j'arrivais chez eux, ils regardaient la télévision camerounaise essentiellement sur Internet. C'est essentiellement sur Internet qu'ils regardaient la télévision, sur YouTube ou alors sur Facebook. Et c'est pareil également aux États-Unis. J'ai un ami au Canada qui est au Canada aujourd'hui, qui m'avait dit ça en 2018. Absolument. Il m'avait dit, Frangin, laisse les histoires que tu fais là, sors de cette... Absolument. Moi, j'étais aux États-Unis et tout. Non seulement il y a le décalage horaire, donc quand vous faites Polémicos à cette heure-ci, on regarde plus en ligne, ou le matin, ils vont regarder en ligne. En ligne. Oui. Voilà. Et pour montrer que l'avenir de la télévision, c'est sur Internet, les fabricants même de télévision ont créé maintenant ce qu'on appelle les Smart TV. Les Smart TV sur lesquels il y a déjà des podcasts, des applications comme YouTube, Facebook et tout. Donc, vous programmez, vous regardez une émission tranquillement sur votre télévision. Donc, nous pensons que c'est l'avenir de la télévision et on n'a pas voulu rater ce tournant-là parce que la presse écrite camerounaise a raté le tournant du...